L'image et l'apparence étaient des éléments indispensables pour le modèle idéologique dirigé par Adolf Hitler. Essentiellement, dans l'Allemagne nazie, il ne fallait pas seulement être, mais aussi paraître. C'est pourquoi ils accordaient une importance fondamentale à tout ce qui passait par la vue et par l'ouïe de leurs adeptes. Des uniformes, des films et des drapeaux, à l'architecture, aux runes ou au salut hitlérien. Des milliers d'éléments coexistaient dans un plan minutieusement supervisé pour son fonctionnement optimal. Propagande. Dans cette même ligne de cohérence, les autorités du Parti national-socialiste ont mis en œuvre un plan communément appelé « propagande nazie ». Il s'agissait d'un modèle qui consistait à diaboliser les ennemis du parti nazi, en particulier les juifs et les communistes. Ils cherchaient à persuader leurs partisans par une série de principes et de slogans qui constituaient les croyances du Parti national-socialiste. L'un des slogans les plus répétés par la propagande nazie était « Blut und Boden », qui en français se traduit par « sang et sol ». Cette expression faisait référence à l'idéal qui établissait un organisme national radicalement défini, uni à une zone de peuplement. De cette manière, les nazis affirmaient clairement leur évocation d'une race aryenne et pure, ainsi que le type de territoire qu'ils cherchaient à conquérir. Un autre des préceptes fondamentaux de l'idéologie nazie était le Führerprinzip, c'est-à-dire le principe du chef. Il s'agissait d'un concept qui exaltait la figure du chef suprême, dans ce cas Adolf Hitler. Selon le Führerprinzip, chaque hiérarque avait une responsabilité absolue dans et pour sa propre zone d'autorité. Ses subordonnés lui devaient une obéissance totale. Les autorités nazies ont repris le concept de Volksgemeinschaft, créé par Ferdinand Tönnies en l'année 1887. Cette expression se traduisait par « communauté populaire » et faisait référence à l'idéal d'une société sans conflit, sous l'effet de l'harmonie, contre les barrières de classe. Cependant, Hitler a adapté ce concept pour le rendre central dans la pensée nationale-socialiste. Cette terminologie a été utilisée pour unir les gens en un grand ensemble, qui ne séparait pas les bourgeois des prolétaires, mais incluait tout le monde comme faisant partie de l'Allemagne. Par la propagande nazie, le Troisième Reich manifestait clairement son ardent désir de réaliser une race aryenne et supérieure qui dominerait le monde. Il croyait que les caractéristiques, les capacités, les attitudes et les comportements d'une personne étaient déterminés par sa constitution raciale. Selon cette théorie, fondée sur des idées darwinistes sociales de l'Allemagne de la fin du XIXe siècle, les groupes, races ou peuples possédaient des traits inhérents et immuables qui se transmettaient de génération en génération. Ainsi, aucun être humain ne pouvait dépasser ou se séparer des qualités innées de sa race. Ces caractéristiques héritées ne concernaient pas seulement l'apparence physique, mais elles influençaient également de manière catégorique la vie mentale, les modes de pensée, les capacités créatives, l'intelligence, le goût, la compétence militaire, l'appréciation de la culture et la force physique. L'un des principaux piliers de cette théorie reposait sur la survie du plus apte. Cela faisait référence à leur capacité à se reproduire et à se multiplier, à accumuler des terres pour soutenir et nourrir leur population et à préserver la pureté de leur patrimoine génétique. Dans son livre Mein Kampf, qui était en soi un manifeste imprégné de propagande, Hitler s'est chargé d'expliquer l'importance de la propagande dans ses plans de gouvernement. Comme il est écrit dans certains de ses paragraphes, la propagande doit toujours s'adresser aux larges masses populaires. Toute propagande doit être présentée sous une forme populaire et doit fixer son niveau intellectuel de manière à ne pas dépasser la tête du moins intellectuel de ceux auxquels elle s'adresse. L'art de la propagande consiste précisément à savoir éveiller l'imagination du public, à faire appel à ses sentiments, à trouver la forme psychologique adéquate qui captera l'attention et les cœurs des masses nationales. La propagande ne doit pas rechercher la vérité objectivement, et dans la mesure où elle est favorable à l'autre parti, la présenter selon les règles théoriques de la justice. Cependant, elle doit ne présenter que cet aspect de la vérité qui est favorable à son propre côté. En l'année 1933, après que le Parti national-socialiste ait pris le pouvoir, le Führer a créé le ministère du Reich pour l'éducation publique et la propagande, dirigé par Joseph Goebbels. L'objectif était de garantir que le message soit communiqué avec succès à travers l'art, la musique, le théâtre, le cinéma, la radio, les livres
la presse et les matériels éducatifs. En accord avec les stratégies propagandistes, le Troisième Reich s'est chargé de glorifier la figure du Führer en plaçant son image sur des cartes postales, des affiches et dans la presse. En outre, les discours nazis étaient diffusés à la radio et par des haut-parleurs publics. La plateforme nazie organisait d'énormes manifestations où le Parti national-socialiste était célébré. Des groupes comme les Jeunesses hitlériennes ou la Ligue des jeunes filles allemandes ont commencé à se développer et se sont chargés de diffuser l'idéologie au sein des masses populaires. Une partie du fonctionnement de la propagande était régie par la censure. C'est pourquoi ils ont dû fermer ou prendre le contrôle des journaux, des stations de radio et des actualités cinématographiques qui étaient contre le nazisme. En fait, ils ont réduit le prix des radios pour que plus de gens puissent les acheter et ainsi écouter les idées nationales-socialistes. De plus, ils ont procédé à la surveillance du contenu des lettres que les soldats écrivaient à leurs proches. Ils ont également interdit et brûlé des livres classés comme anti-allemands. En l'année 1939, au début de la Seconde Guerre mondiale, le régime nazi a déclaré illégal d'écouter les transmissions de radio étrangères. C'était clairement une tentative de contrôler les informations que les citoyens allemands recevaient à propos de la guerre. L'un des thèmes les plus récurrents dans la propagande nazie était la haine des Juifs. Pour que la persécution soit acceptée publiquement, les propagandistes nazis ont présenté les Juifs comme une menace biologique pour l'Allemagne. Ils étaient qualifiés d'étrangers, de parasites, et tenus responsables de la dégénérescence culturelle, politique et économique. Les effets de la propagande étaient tels que les étudiants brûlaient des livres, des œuvres d'art et des compositions musicales créées par des personnes pratiquant la religion juive. Ils ont également été accusés de propager des maladies et des fléaux. En effet, des films éducatifs ont été projetés dans les écoles, accusant les Juifs d'avoir inondé le territoire allemand de typhus et de poux. C'est pourquoi les nazis ont mis en œuvre des politiques dites d'hygiène raciale pour protéger la population non juive. L'une de ces mesures était la création de ghettos où des centaines de milliers d'hommes et de femmes juifs ont été enfermés. Cinéma. L'un des moyens de propagande les plus efficaces du nazisme était la cinématographie. On estime que, depuis l'arrivée au pouvoir de Hitler, plus de 1200 films ont été réalisés. Dans ces films, il était souvent montré la supériorité de la puissance militaire allemande, la malveillance de ses ennemis et l'imperfection raciale subhumaine des Juifs, qui étaient accusés de s'infiltrer dans la société aryenne. Le triomphe de la volonté fut l'un des longs métrages de propagande les plus évidents de la Seconde Guerre mondiale. Tourné en l'année 1934, il cherchait à exalter la figure de Hitler et son rôle fondamental pour placer l'Allemagne sur le piédestal du leadership mondial. Ce documentaire comprenait des images du Congrès tenu à Nuremberg, des défilés de membres en uniforme et des discours du Führer et d'autres hauts fonctionnaires. En plaçant le chancelier comme une sorte de messie, le film visait à montrer que, sous son gouvernement, la nation allemande redeviendrait la plus grande puissance mondiale. De plus, il suggérait indirectement la soumission de la volonté des individus à leur chef. Intentionnellement, la réalisatrice Leni Riefenstahl a cherché à établir des lignes programmatiques et des bases idéologiques du nazisme, le mépris des droits de l'homme et l'acceptation de restreindre les libertés individuelles. Avant de tourner ce film, Riefenstahl avait réalisé le film « La lumière bleue », qui provoqua l'admiration fervente du Führer, qui n'hésita pas à l'engager pour donner vie à ce documentaire. En effet, il existait certaines sources qui liaient la réalisatrice non seulement à Hitler, mais aussi à Joseph Goebbels. Le lien direct avec Riefenstahl a permis de mettre à disposition d'innombrables ressources techniques et financières. Bien qu'il s'agisse d'un film de propagande, le triomphe de la volonté fut acclamé par la critique et remporta même les festivals de cinéma de Venise et de Paris. L'un des films de fiction les plus emblématiques et les plus mémorables fut Le Juif Sus, sorti en l'année 1940. Ce film racontait l'histoire de Sus Oppenheimer, qui en l'année 1738 prit le pouvoir dans le duché de Wurtemberg. Il était présenté comme un homme ambitieux et sans scrupules, prêt à imposer des taxes exorbitantes et désireux de conquérir une femme aryenne, la fille de l'un des conseillers les plus importants du duché, qui était heureusement fiancée à un homme de sa même race. Dans ce film, on voit peu d'intrigue.
C'est plutôt une succession de débats sur qui est le plus intelligent et habile, le juif ou l'arien. Le sémite est montré comme un tyran désireux de pervertir le système pour le bénéfice exclusif de sa communauté. Ce long métrage n'était rien d'autre qu'un manuel de propagande qui non seulement montrait l'infériorité raciale des Juifs, mais cherchait également à les stigmatiser à travers la cupidité, l'avarice et leur gène quasi diabolique. Heinrich Himmler, Reichsführer de la Schutzstaffel, ordonna que le film soit projeté dans les unités SS qui devaient faire face aux Juifs. Il envoya également le film dans des zones de population aryenne où les Sémites étaient sur le point d'être déportés. Il convient de noter que les figurants apparaissant dans le film étaient des habitants des ghettos de Prague et de Lublin, qui furent contraints de jouer. En fait, ils sont les seuls Juifs à avoir pu connaître le moindre détail de ce film, car il leur était strictement interdit d'entrer dans les salles de cinéma. Au moment du tournage, il était vraiment difficile de trouver un acteur prêt à jouer le rôle principal. Après plusieurs refus, ce fut Ferdinand Marian qui, à contre-cœur, accepta le rôle. Après la fin de la guerre, Marian fut sanctionné par les autorités alliées et interdit de continuer sa carrière d'acteur. En l'année 1946, après avoir obtenu les documents de dénazification qui lui permettèrent de rejouer, Marian mourut dans un accident de voiture, sous l'effet de l'alcool. Cependant, les spécialistes pensent qu'il s'agissait d'un suicide, en raison des années sombres qu'il avait traversées en tant qu'acteur de propagande, ce qui lui valut la haine de la population anti-nazie. Le Juif Sus fut un succès dans toute l'Europe, attirant 20 millions d'Allemands et environ 2 millions d'étrangers. Un autre film qui allait dans le sens de l'antisémitisme extrême fut Le Juif éternel, sorti en l'année 1940. Dans ce cas, il ne s'agissait pas d'une fiction, mais d'un documentaire basé sur des reportages et des interviews, où les Juifs étaient présentés comme des êtres sales, paresseux, cupides, corrompus, immoraux, avec des intentions de dominer le monde. Des critiques impitoyables étaient faites à des personnalités célèbres associées au judaïsme, telles qu'Einstein et Chaplin. Les Juifs étaient également associés à des images comme des rats d'égout ou des sémites enchaînés, montrant leur vrai visage, loin des barbes et des chapeaux. L'une des scènes les plus répugnantes, qui fut même censurée dans les projections vues par des enfants, se déroulait dans un abattoir où des bouchers juifs saignaient brutalement une vache pour obtenir sa viande cachère. Néanmoins, ce film provoqua un certain rejet du public, si bien qu'il fut programmé uniquement dans des circuits non commerciaux. Svastika. Une grande partie de la structure nazie était régie par ses symboles caractéristiques. Le plus connu, sans aucun doute, était la croix gammée, dont la signification renvoyait à la bonne fortune et au bien-être. Ces deux figures géométriques entrelacées ne trouvent pas leur origine dans le nazisme, mais ont été utilisées pour la première fois à l'époque néolithique. Selon les spécialistes, on pense qu'avec ce symbole, il était possible de représenter le déplacement du soleil dans le ciel. Au fil des années, la svastika a été adoptée par des cultures comme le bouddhisme, l'hindouisme, l'odinisme et le jaïnisme. Son renouveau s'est produit à la fin du XIXe siècle, sous la direction de l'archéologue allemand Heinrich Schliemann, qui l'a découverte dans l'ancienne Troie. Après l'avoir observée, il l'a directement reliée à des formes similaires trouvées sur des pièces de céramique germanique. Au début du XXe siècle, elle est devenue populaire en Europe en tant que symbole de chance et de présage positif en raison de sa ressemblance avec le trèfle à 4 feuilles. Les entreprises l'utilisaient comme logo et elle servait d'ornement pour les annonces de naissance et les cartes de félicitations. Même les Boy Scouts américains pouvaient obtenir des insignes avec la svastika et des marques comme Coca-Cola et Carlsberg commercialisaient des produits en utilisant ce symbole. Cependant, le mouvement völkisch allemand a attribué à ce symbole une signification d'identité aryenne et de fierté nationaliste. C'est certainement cette dernière interprétation qui a conduit Hitler et ses proches à l'adopter en l'année 1920 comme symbole principal. L'objectif de l'utilisation de la svastika était de créer une image qui pourrait susciter la fierté chez les Allemands, se considérant comme aryens. Par conséquent, elle provoquait également la terreur parmi leurs ennemis et victimes. Drapeau.
En plus d'être le symbole préféré, la croix gammée était l'élément fondamental du drapeau nazi caractéristique. Dans Mein Kampf, Adolf Hitler a écrit « Moi-même, après d'innombrables tentatives, j'ai établi la forme finale, un drapeau avec un fond rouge, un disque blanc et une croix gammée noire au centre. Après de longs essais, j'ai également trouvé les proportions définitives entre la taille du drapeau et celle du disque blanc, ainsi que la forme et l'épaisseur de la croix gammée. » Selon James Skidmore, directeur du Waterloo Center for German Studies, Hitler était convaincu qu'un symbole puissant unirait les masses à sa cause xénophobe. Avec une croix gammée noire inclinée de 45 degrés sur un cercle blanc, sur un fond rouge, le drapeau nazi modernisait l'ancien symbole tout en évoquant les couleurs du tout récemment défait empiralement. Cependant, le Troisième Reich utilisait également d'autres drapeaux. L'un d'eux était le drapeau de guerre, connu sous le nom de Reichskriegsflagge, qui comportait une croix scandinave avec une croix gammée au centre et la croix de fer dans l'un de ses coins. Son utilisation est directement liée à la Kriegsmarine, la marine nazie. Un autre drapeau similaire était le drapeau colonial appelé Flagge des Reichskolonialbund. Il ressemblait au précédent, mais dans le coin, au lieu de la croix de fer, il y avait une croix du Sud. Runes. Un autre symbole célèbre des nazis était les runes, dérivées de l'alphabet runique. Ces lettres étaient utilisées pour écrire les langues germaniques, principalement en Scandinavie, sur diverses îles britanniques et en Europe centrale. Guido von List, l'un des principaux représentants du mysticisme et du régénérationnisme du paganisme germanique à la fin du XIXe siècle, a éveillé chez les nazis une fascination pour les runes. En l'année 1908, il a publié « Le secret des runes », dans lequel il a exposé un ensemble de 18 runes conçues comme des oracles, appelées « runes Zarmanen ». Les runes ne représentaient aucune idéologie politique en elles-mêmes. Ce sont Hitler et ses proches qui leur ont donné cette connotation. Sans aucun doute, les runes les plus connues sont celles des SS Schutzstaffel. Ces symboles, ressemblant à une lettre S ou à un éclair, portent le nom de Sieg ou Siegrun, qui renvoie au concept de victoire. Cet emblème des SS a été adapté par Walter Eck en l'année 1933. Le symbole avait une double signification. En plus de représenter une faction du nazisme, on pouvait y lire un cri de « Victoire, victoire ». Pendant le régime du Führer, une touche supplémentaire a été ajoutée aux machines à écrire pour permettre aux utilisateurs d'écrire le double sigle d'une simple pression sur une touche. Couleurs. Pour ces différents symboles, Hitler a choisi une combinaison de 3 couleurs. Chacune avait une intention et une signification. Le rouge s'adressait à l'électorat ouvrier. Selon les historiens, Hitler était un adepte du mouvement ouvrier et de sa symbolique. À ses débuts, il a assisté à une manifestation social-démocrate à Berlin où il a observé une grande quantité de drapeaux, brassards et fleurs rouges. L'utilisation du rouge créait une certaine ambiguïté et provocation, car les citoyens allemands voyaient comment une idéologie fasciste s'appropriait une couleur à l'origine associée à la gauche. De leur côté, les couleurs blanches et noires ont été choisies pour séduire les classes conservatrices et de droite, car elles étaient associées aux drapeaux impériaux. Selon l'auteur Jesús Casquet, tout contemporain aurait su associer le choix de ces couleurs par Hitler au drapeau impérial, attribué à Bismarck, qui avait combiné le noir et le blanc du drapeau prussien avec le blanc et le rouge des villes hanséatiques. Selon les propres mots d'Adolf Hitler, dans le rouge, nous voyons l'idée sociale du mouvement, dans le blanc, l'idée nationaliste. Salutations. Un autre pilier fondamental, selon le modèle idéologique nazi, était la salutation connue sous le nom de Heil Hitler. Le terme Heil faisait référence à la santé, à la guérison et aux bons souhaits. Ainsi, la phrase visait à exprimer des vœux continus de bien-être envers le Führer, ainsi qu'une invocation possible d'un être suprême qui pourrait accorder la santé à celui qui la reçoit. Étant donné que la salutation traditionnelle a toujours été « va avec Dieu », l'objectif était de placer Hitler dans une position omniprésente et divine, toujours mentionnée à la troisième personne, tout comme Dieu. En résumé, le citoyen ordinaire perdait toute forme d'individualité, laissant son sort entre les mains de Hitler. En l'an 1933,
Dès que le Führer prit le pouvoir, il fut déclaré obligatoire d'utiliser le Heil Hitler entre les fonctionnaires. Il devait également l'inclure dans les lettres ou les messages envoyés, au lieu de termes de politesse tels que « cordialement » ou « salutations distinguées ». Ce même procédé était suivi par les facteurs lors de la livraison du courrier et par les étudiants pour saluer leur professeur. La salutation devait être accompagnée d'un bras tendu vers l'avant, avec une certaine distance pour éviter tout type d'accident avec l'interlocuteur. Il convient de noter que cette forme de salutation remplaçait la poignée de main, qui normalement favorisait une plus grande intimité. Ainsi, il s'agissait d'un geste froid et distant, destiné uniquement à exalter la loyauté envers le Führer. Une simple salutation devint une coutume, et ceux qui étaient réticents à l'égard du leadership de Hitler n'avaient d'autre choix que de se conformer à la nouvelle tradition allemande. Le Heil Hitler fut également appelé le salut allemand, créant un symbole d'identité nationale. En fait, après l'an 1937, son utilisation fut catégoriquement interdite aux Juifs et à tous ceux qui n'appartenaient pas à la prétendue race aryenne. Dans les rues d'Allemagne, il y avait des centaines de pancartes portant l'inscription « Les Allemands utilisent le salut allemand ». Ceux qui ne l'utilisaient pas étaient considérés comme des parias ou des étrangers, ne faisaient pas partie de la communauté et étaient envoyés en prison ou dans des camps de concentration. Décoration. Les autorités militaires du Troisième Reich étaient d'accord sur l'importance de maintenir leurs hommes heureux et à l'aise. C'est pourquoi ils considéraient que la remise d'insignes et de décorations était d'une importance vitale. L'une d'entre elles était la croix de chevalier de la croix du mérite de guerre. Cette décoration avait différentes variantes. Une des versions était conçue avec des épées, destinées aux soldats pour des services exceptionnels, sans lien direct avec le combat. Quant à la croix sans épée, elle était remise aux civils qui avaient rendu des services méritoires dans le soutien à l'effort de guerre. Cette médaille était faite d'argent. Sur son avers, on pouvait voir des bras faits de galets avec une croix gammée mobile couronnée au centre, accompagnée de 2 épées croisées au milieu de la pièce. Son ruban combinait les couleurs rouge, blanc et noir. La croix de chevalier de la croix de fer était la plus importante décoration militaire et paramilitaire de la Wehrmacht. Elle était décernée à ceux qui incarnaient une direction absolue de leurs troupes au combat et à ceux qui accomplissaient des actes individuels de bravoure héroïque. Comme son nom l'indique, cette croix était faite de fer. Ce matériau symbolisait l'esprit de l'époque. Pendant la guerre, plus de 7000 exemplaires furent attribués. De cette décoration dérivait la grande croix de la croix de fer. Le seul Allemand à recevoir cette distinction fut Hermann Göring, chef de la Luftwaffe. Contrairement à la croix traditionnelle, celle-ci avait un contour doré. De plus, la médaille était remise dans un coffret en cuir rouge avec une aigle du Reich en relief doré. L'intérieur était fait de velours noir. L'un des insignes les plus respectés récompensait les spécialistes de la destruction de chars. Il était exclusivement remis aux soldats des Waffen-SS et de la Wehrmacht R. Il fut créé en l'an 1942 dans le but de reconnaître les exploits réalisés par les soldats qui avaient démontré une habileté et un courage inébranlables, leur permettant d'accomplir un exploit difficile à égaler. Néanmoins, pour mériter cet insigne, les soldats devaient fournir une preuve quelconque qui permettrait de vérifier leur exploit. Ces preuves consistaient généralement en des récits de témoins oculaires ou des rapports officiels. Cette décoration ostentatoire, fabriquée en bronze ou en argent, représentait un char Panzer IV d'environ 42 mm sur 18 mm, assombri et fixé à une bande argentée mesurant 88 mm sur 13 mm. Sur les bords inférieurs, des bandes noires étaient visibles. L'insigne était fixé avec des épingles sur la manche et solidement cousu. Elle avait un dos en tissu ou en coton. Enfin, il convient de noter que l'insigne fabriqué en argent était remis à ceux qui avaient détruit 5 chars ou plus. En revanche, ceux qui en avaient détruit entre 3 et 4 recevaient le bronze. Les membres de la marine aspiraient à l'insigne de guerre de l'artillerie navale, qui était décerné au personnel des unités terrestres anti-aériennes et de l'artillerie navale. Pour obtenir cette distinction créée par le grand amiral Erich Raeder, il fallait remplir certains critères. Chaque équipage devait accumuler 8 points. Ceux qui abattaient un avion indépendamment gagnaient 2 points. Ceux qui atteignaient le même exploit en équipe recevaient 1 point. Enfin,
Ceux qui contribuaient au succès sans avoir manipulé d'armes, par exemple en opérant des projecteurs, le système de contrôle des incendies ou en servant comme opérateur radio, recevaient un demi-point. Au début, cette médaille était faite de bronze, mais plus tard, le nickel devint le matériau préféré. Cependant, à la fin de la guerre, en raison du manque de ressources, elle fut finalement fabriquée avec du métal de qualité inférieure ou utilisée dans la fabrication de casseroles. L'insigne fut conçu par Otto Placzek. Elle était connue pour sa couronne extérieure de laurier ornée de feuilles de chêne et pour l'aigle allemand placé au sommet, qui portait une croix gammée sur ses ailes légèrement tombantes. Architecture. Conformément à la reconstruction de l'Allemagne, Hitler considérait indispensable de redessiner l'architecture. Pour cela, il engagea un architecte personnel qui pouvait répondre à ses besoins en matière de construction. Son nom était Albert Speer. Speer créa un type d'architecture qui servait à continuer la ligne de la propagande. Pour lui, la forme suivait la fonction. Dans ses constructions, il cherchait la monumentalité et un style aligné à l'architecture classique. De plus, ses œuvres manquaient d'échelle humaine, donnant à ses créations un sentiment de grandeur. Le Führer voyait l'architecture comme la parole en pierre. Autrement dit, à travers des colonnes et des escaliers, il trouvait un moyen de transmettre un message. Ces gigantesques bâtiments étaient faits d'acier, de pierre et de lumière. Ils présentaient à l'extérieur une absence notable de décoration. Speer optait pour un classicisme dépouillé, sans ajout qui pourrait gêner les façades. Selon les mots du Führer lui-même, l'objectif de l'architecture et de la technologie nazie devrait être de créer des ruines qui seront visibles dans 1000 ans et ainsi surpasser la nature éphémère du marché. Cependant, les bâtiments comportaient quelques détails décoratifs subtils, des aigles au bec tordu, des frises héroïques et des sculptures. Des devises ou des citations du livre Mein Kampf, écrit par Hitler, étaient également utilisées, ainsi que des phrases extraites de ses discours. Selon le type de construction, les messages parlaient du travail, de la maternité, de la vie agricole et d'autres valeurs. Certains bâtiments publics étaient ornés de statues de corps nus et musclés, comme par exemple à l'entrée de la chancellerie à Berlin. Ce type de statue symbolisait la force militaire et politique. S'inspirant de l'architecture classique des Grecs et des Romains, Hitler donna la priorité à la mise en œuvre des bâtiments publics. Ce modèle de construction symbolisait des idées de stabilité, d'éternité et de racisme. Le classique et le durable comme normes fondamentales. L'idée de concevoir des bâtiments grandioses était directement liée à l'objectif de laisser une impression indélébile sur ceux qui les verraient, en s'assurant qu'en les regardant, ils deviendraient un souvenir inoubliable. De plus, leur taille visait à inspirer la crainte chez ceux qui ne sympathisaient pas avec le nazisme, tout en suscitant la fierté parmi ses partisans. La grandeur devait inspirer les Allemands à propos de leurs propres valeurs et de leur confiance en eux. Elle servirait à témoigner pour les siècles à venir de ce qu'avait été le génie allemand du milieu du XXe siècle. L'inspiration romaine se manifestait dans l'ampleur colossale de ces représentations, qui servaient à intimider l'ennemi et à magnifier leur propre grandeur. De cette manière, des arcs de triomphe, des colonnes et des trophées furent érigés. Albert Speer déclara « Les Romains construisaient des arcs de triomphe pour célébrer les grandes victoires remportées par les Romains, tandis que Hitler voulait qu'ils soient construits pour célébrer les victoires qu'il n'avait pas encore remportées. » Speer voulait s'adresser aux générations futures, et pour cela il devait prendre en compte les matériaux à utiliser, qui serviraient d'information pour déterminer comment les bâtiments évolueraient avec le temps. C'est pourquoi il développa la théorie de la valeur des ruines. Cela signifiait qu'il devait utiliser certains matériaux et respecter certaines règles de la physique statique pour la construction, de sorte qu'après des milliers d'années, il ressemblerait aux ruines romaines. L'architecture nazie aspirait à une certaine théâtralité dans ses constructions. Elle prétendait créer des espaces qui se fondraient avec la masse populaire, transformant chaque lieu en un emblème allemand. Une grande importance fut également accordée aux monuments énormes situés dans des espaces publics. L'un d'entre eux était le Thingplatz, inspiré d'un espace de réunion en plein air créé par les peuples nordiques et germaniques. Ces communautés tenaient des réunions dans ces espaces à la fois pour des assemblées völkisch et pour des représentations théâtrales. En l'an 1934,
Le premier Thingplatz fut construit à proximité de la ville de Halle. Bien qu'il fût prévu de construire 1200 espaces de réunion, seulement 45 furent construits en raison de l'acceptation insuffisante de la population allemande. Après l'an 1936, ces lieux furent remplacés selon leur fonction d'origine. Ils commencèrent à accueillir des festivals, des concerts folkloriques et des pièces de théâtre. Après la fin du conflit, les Thingplatz furent utilisés pour des concerts de rock et d'autres genres musicaux. Speer et son équipe utilisaient le symbolisme pour donner un sens proche de la religion et des mythes anciens. L'une des restaurations les plus importantes fut celle du château de Wewelsburg, qui fut spécialement redessiné pour devenir un lieu de culte pour les SS. Heinrich Himmler collabora pour que cela soit possible, car il voulait en faire un centre idéologique clé. Dans ses propres mots, « Je voulais avoir un château où je pourrais rencontrer mes plus hauts dirigeants des SS ». Un autre exemple est celui du Campo Zeppelin à Nuremberg. En l'an 1923, ce terrain fut utilisé comme lieu de test pour les machines volantes conçues par Ferdinand von Zeppelin, décédé en l'an 1917 et en l'honneur duquel la zone fut nommée. 10 ans après sa construction, Hitler déclara Nuremberg « ville des congrès du parti du Troisième Reich », rassemblant ainsi plus de 500 000 nationaux socialistes une fois par an. Dans le but d'accueillir davantage de spectateurs, en l'an 1934, Speer conçut et dirigea la construction de la tribune Zeppelin. La déjà mentionnée chancellerie du Reich à Berlin commença en l'an 1938 sous la supervision de Speer. Hitler avait ordonné qu'elle occupe un pâté de maisons entier, qu'elle intègre l'ancienne chancellerie avec le palais Borsig, qu'elle dispose d'un grand parc intérieur et d'une caserne pour la première division des Waffen-SS. Pour créer de l'espace pour le nouveau bâtiment, l'équipe de Speer démolit les ambassades des États disparus comme le Bade, la Saxe et la Bavière. Pour la construction, Hitler signa un chèque en blanc et le remit à son architecte favori afin qu'il crée sans limitation. Le projet impliquait plus de 4000 ouvriers qui travaillaient en alternance, de sorte que la construction ne s'arrêtait jamais. Il fut influencé à la fois par le néoclassicisme et l'art déco. Il comprenait des salles et des salons luxueux, destinés à impressionner tant les Berlinois que les diplomates étrangers. Les pièces menant à la galerie de réception étaient décorées avec une grande variété de matériaux et de couleurs. Le bureau de Hitler mesurait 400 mètres carrés et se trouvait au centre de la chancellerie. Il comprenait 3 niveaux et une cour d'honneur. Au sous-sol se trouvait le Führerbunker, où, des années plus tard, Adolf Hitler mit fin à ses jours. Les impressions que Speer laissa dans ses mémoires sont particulièrement significatives. De la Wilhelmsplatz, un diplomate est conduit par les grandes portes d'accès aux cours d'honneur. Après avoir été accueilli dans le portique de la cour intérieure, il passe dans une salle de réception de taille moyenne dont les doubles portes mesurent près de 17 mètres de hauteur et donnent accès à une grande salle ornée de mosaïques et de marbre rouge. Ensuite, il monte plusieurs niveaux, traverse une salle ronde avec un plafond voûté et voit devant lui une grande galerie longue de 480 pieds. Hitler fut particulièrement impressionné par ma galerie, car elle était 2 fois plus longue que la galerie des Glaces au palais de Versailles. Hitler était ravi. Pendant la longue marche de l'entrée à la salle de réception, les étrangers auront une idée de la puissance et de la grandeur du Reich allemand. Logiciel, dit-il. Au cours des mois suivants, il demanda à voir les plans à plusieurs reprises, mais intervint très peu dans ce bâtiment, bien qu'il ait été conçu par lui personnellement. Il me laissa travailler librement. Lorsque le projet fut terminé, le chèque en blanc que Hitler avait remis à Speer valait pas moins de 90 millions de Reichsmark, ce qui représentait environ 1 milliard de dollars. D'autres bâtiments publics importants qui utilisaient ces mêmes caractéristiques, mais qui n'étaient pas dirigés par Speer, incluaient le ministère de l'Air à Berlin, créé par Ernst Sagebiel, et l'école militaire de Vogelsang, conçue par Clemens Klotz. En outre, il y avait également des œuvres architecturales conçues pour les loisirs. Elles furent créées par 2 architectes allemands de renom, Paul Ludwig Trust, qui construisit le Führerbau et la Haus der Kunst, et Werner March, créateur du théâtre dans la forêt et du stade olympique de Berlin. L'architecture résidentielle subit également des changements significatifs. L'objectif était de dissoudre la métropole et de faire revenir les gens à la campagne, afin de se reconnecter avec leurs racines nationales et de maintenir un contact permanent avec la terre.
Pour les autorités nazies, la ville représentait la mort d'une nation, en raison de la destruction supposée des sentiments patriotiques. Ainsi, Speer laissa libre cours à la construction de maisons unifamiliales avec jardin, qui étaient habitées par la bourgeoisie, car elles étaient trop coûteuses. Pour alléger la congestion de la métropole, ils conçurent de nouvelles maisons plus petites, avec des potagers. Défilé. Le matériel cinématographique qui a pu être conservé montre l'importance que le parti nazi accordait aux défilés et aux événements de masse. L'un des plus notables, que tant les Allemands que les Soviétiques ont tenté de nier pendant des décennies, fut le défilé à Brest-Litovsk. Cependant, la réalité est que le 22 septembre 1939, après l'invasion réussie de la Pologne, les deux nations ont célébré avec un défilé sans précédent. En raison du pacte Ribbentrop-Molotov dans lequel ils ont convenu de ne pas s'attaquer mutuellement et de partager la division du territoire polonais, les deux nations n'ont pas hésité à célébrer ensemble cet exploit. Le défilé a commencé à 16 heures et les troupes allemandes ont défilé sous les arcs de la victoire. De son côté, le 4e bataillon de la 29e brigade de chars de l'Union soviétique fut le premier groupe à entrer dans la ville. Lors de cette célébration, soviétiques et allemands se sont rendus des hommages mutuels. Cependant, ce ne furent pas les seuls défilés où ils coopérèrent. Ils en ont également organisé dans d'autres pays conquis, en choisissant des villes comme Grodno, Brest, Pinsk et Lviv. Uniforme. Un autre aspect fondamental de l'image des hommes représentant le nazisme était l'uniforme. Au début, avant l'arrivée de Hitler au pouvoir, la tenue des hommes était simple, semblable à celle des civils. La distinction résidait dans le brassard rouge avec la croix gammée. Après quelques années, ils ont adopté des uniformes marrons, auxquels ils ont ajouté des insignes au col indiquant le grade et l'unité d'appartenance. Les insignes étaient noirs et portaient des symboles blancs tels que des étoiles, des galons, des feuilles de chêne et des numéros. En même temps, des bandes sombres étaient placées sur la partie inférieure de la manche gauche, contenant un morceau de tissu vert, rouge ou bleu, selon le grade du soldat. L'aigle nazi, situé au-dessus du coude, était également présent. La compagnie Overhoff de Ludenscheid fabriquait des boucles rectangulaires pour les ceintures des soldats, tandis que pour les officiers, elle en concevait des identiques, mais de forme carrée. Les chaussures choisies étaient des bottes hautes avec des semelles cloutées. En 1933, après que Hitler fut devenu chancelier, les SS adoptèrent leurs uniformes classiques de guerre noire avec des chemises à col montant, connus sous le nom de modèle 1936. Ils portaient une série de losanges sur le bras, avec des pantalons de la même couleur et un béret avec un insigne de tête de mort, sous l'aigle hitlérien. Avec le changement d'uniforme, ils ajoutèrent une ceinture avec une boucle en argent gravée de l'emblème national et du slogan « Dieu avec nous ». Bien sûr, les uniformes ont été adaptés aux soldats, et non l'inverse. Ceux qui devaient se battre dans des températures froides sur le front de l'Est portaient un ensemble de parkas avec des pantalons blancs camouflés. En revanche, les soldats qui combattaient sous la chaleur chaude et sèche de l'été du désert d'Afrique du Nord portaient des uniformes à col ouvert fabriqués à partir de matériaux légers. Ils disposaient également de shorts, de casques ou d'un béret tropical. Cependant, il est important de préciser que les modèles d'uniformes variaient selon le designer. L'un d'eux était Karl Diebitsch, qui créa un design moderne avec des lignes épurées et une silhouette élégante. Pour ce faire, il utilisa des matériaux garantissant durabilité et facilité d'entretien. Les vestes et pantalons étaient généralement fabriqués en laine épaisse, tandis que les chemises et sous-vêtements étaient en coton. Les bottes étaient en cuir à 100% et comportaient des clous dans les semelles pour une meilleure traction. Les casquettes avec visière étaient en tricot, un matériau léger et imperméable. Un autre designer ayant un lien direct avec les uniformes de l'armée nazie était le célèbre styliste et homme d'affaires Hugo Boss. Ses débuts ne consistaient pas à créer des vêtements de mode, mais à produire des chemises, des vestes, des vêtements de travail, des vêtements de sport et des imperméables. 2 ans avant l'arrivée au pouvoir du Führer, Boss collabora aux uniformes noirs et bruns des jeunesses hitlériennes. Il dessina également les vêtements des SA, SS, du service postal, des chemins de fer nationaux et enfin de la Wehrmacht. Lorsque la guerre éclata,
La demande pour les uniformes augmenta, et il manquait d'employés disposés à les concevoir. C'est pourquoi, pour répondre aux commandes, Boss employa 200 prisonniers provenant de Belgique, de France, d'Autriche, de Pologne, de l'Union soviétique et des États baltes. Les uniformes d'Adolf Hitler n'étaient pas les mêmes que ceux des autres. On l'a souvent vu porter une tenue blanche appartenant au Parti national-socialiste des travailleurs allemands. Il ne la portait que pendant les mois chauds, c'est-à-dire entre avril et octobre. Il existait deux versions. L'une était une veste à simple boutonnage et l'autre une veste croisée. Elles étaient portées avec des pantalons blancs ou noirs et une casquette à visière blanche. Parfois, cet uniforme était accompagné d'une ceinture en brocart. Avant 1933, avant son accession au pouvoir, Hitler assistait aux réunions et événements avec une chemise marron, associée à un lederhosen, c'est-à-dire un pantalon en cuir traditionnel bavarois. La casquette de Hitler n'était pas choisie au hasard. Il détestait utiliser le képi militaire traditionnel. Il demanda donc une visière marron plus longue pour protéger ses yeux du soleil ou de la lumière en général, car il souffrait d'une hypersensibilité à la lumière après une attaque au gaz moutarde pendant la Première Guerre mondiale. Au début, la visière ne portait aucune inscription. Au début de 1938, il acquit une casquette de commandant suprême avec une couronne en or et des barres dorées sur le devant. Les boucles de sa ceinture changeaient en fonction de l'époque ou de l'événement, tantôt en marron clair, tantôt en marron foncé. En fait, il portait parfois son pantalon sans avoir besoin de le serrer. Après le début de la Seconde Guerre mondiale, Hitler choisit de porter exclusivement son uniforme gris de campagne de l'armée allemande, car il se considérait comme le premier soldat. En fait, il portait ces mêmes vêtements dans sa vie privée. Il n'existe aucune photographie d'Adolf Hitler en vêtements civils. Son uniforme pouvait varier dans son modèle standard avec ceinture ou dans une veste grise croisée, avec des pantalons noirs et sans ceinture. Dans les mémoires de Traudl Jung, l'une des secrétaires de Hitler de 1942 jusqu'à la fin de la guerre, elle a avoué que le Führer portait ses habituels pantalons noirs, manteau croisé gris, chemise blanche et cravate noire. Je ne l'ai jamais vu porter autre chose. Sa veste était toujours parfaitement simple, avec des boutons argentés, mais sans galons ni ornements. Il ne portait que l'insigne doré du parti sur le côté gauche de la poitrine, la croix de fer et la décoration noire pour les blessés. Coiffure. La coiffure d'Adolf Hitler n'était pas non plus un choix aléatoire. Sa propreté et son style devaient inspirer à la fois les civils, les officiers et les soldats. Il était courant de voir des enfants et des adultes dans les salons de coiffure allemands demander aux coiffeurs de leur faire la coupe du Führer. Avec un rasoir, il créait la célèbre raie sur le côté, avec les bords rasés. En se coupant les cheveux, les hommes scellaient un pacte comme un rite d'initiation, où ils offraient leur âme au Führer. Quant à la moustache du chancelier allemand, il existe plusieurs explications. L'une des plus probables est basée sur la version racontée par Alexander Frey, un ancien compagnon de la Première Guerre mondiale. Selon son récit, Hitler portait une longue moustache car elle couvrait un aspect désagréable de sa bouche. Pendant le conflit, ses supérieurs lui ordonnèrent de la couper pour pouvoir porter correctement le masque à gaz. D'autres rumeurs indiquent que, dans les années 20, ce type de moustache était à la mode. Bien que dans les années 30, elle n'était plus en vogue, Hitler décida de ne pas la raser pour remettre la tendance au goût du jour. On dit aussi que le Führer admirait Gottfried Feder, un ancien idéologue nazi qui portait la même moustache. Enfin, certains pensent qu'il voulait imiter l'idée d'une moustache unique comme celle de Lénine, mais avec sa propre signature. Conclusion. Dans l'Allemagne d'Adolf Hitler, rien n'était laissé au hasard et chaque détail, aussi infime soit-il, était sous une stricte supervision car, comme nous l'avons dit au début de la vidéo, pour être, il faut aussi paraître.